Un livre et son séjour en Russie, avec le point de vue d'un spécialiste, d'un géographe, mais aussi d'un bon connaisseur et de la Russie et de tout l'ensemble ex-soviétique, qui donc nous a écrit récemment ce livre du retour d'une autre Russie, et puis en allusion, je suppose, à la façon dont on présente aujourd'hui la Russie, une plongée dans le pays de Poutine. Mais ce n'est pas seulement une allusion de titre et un titre d'éditeur, je pense, enfin, même si c'est peut-être l'éditeur qui a trouvé, c'est aussi le sujet du livre. C'est-à-dire qu'il va vous le raconter évidemment plus en détail, mais c'est le choix de nuancer un peu le propos que quelquefois on voit dans une presse occidentale, et notamment française, et malheureusement quelquefois particulièrement française, parce qu'elle se distingue en plus par un grand degré d'ignorance sur la façon de présenter la Russie d'une manière très monolithique et d'une manière qui fausse les choses, y compris dans la relation qu'on peut établir entre la Russie et la France et dans les intérêts de nous, Européens, par rapport au monde. Donc je pense que c'est un des aspects importants auxquels, moi en tant que journaliste, je suis souvent confronté, et c'est bien que des universitaires comme Jean Radvani puissent apporter leurs témoignages et aussi les éléments de comparaison qui sont indispensables avec toute l'histoire précédente et tous les éléments de territoire qui sont ceux auxquels s'intéresse bien sûr le géographe. Jean, j'ai fait une présentation honnête, correcte? Mais oui, bien sûr. Alors, bon, un titre, c'est toujours un compromis entre ce que propose l'auteur et ce que décide l'éditeur, qui en définitive est toujours le maître des titres et des couvertures. Retour d'une autre Russie, pour moi, c'était deux choses en fait. Je voyage depuis longtemps en Russie, j'y suis allé pour la première fois en 1969, donc ça fait vraiment longtemps que je parcours ce pays, qui à l'époque évidemment était l'URSS. Et ce qui m'a frappé, c'est bien sûr les transformations que connaissent la Russie depuis plus de 20 ans, depuis 30 ans, qui sont à la fois extrêmement profondes, plus profondes je crois qu'on ne le dit, qu'on ne le pense. On a souvent à ce propos l'idée que voilà, Moscou évidemment a changé, Moscou est devenu complètement une autre ville, mais on lit souvent dans le reste de la Russie, rien n'a changé, les gens sont toujours les mêmes, on a toujours les mêmes routes, les mêmes gens, les mêmes façons de vivre. Et au fond, les transformations ne sont que superficielles. Il y a évidemment des connotations qui sont aussi politiques, c'est-à-dire le pouvoir n'a pas changé, c'est toujours les hommes des services, regardez Vladimir Poutine, c'est toujours un peu les mêmes. Et je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux, et y compris les dirigeants russes aujourd'hui, Vladimir Poutine, je crois, se méprend sur l'ampleur des transformations de son propre peuple. Et donc on a, alors bien sûr, ces transformations, elles sont très inégales, très hétérogènes. Il y a toujours un monde entre Moscou et la province. En même temps, moi je suis géographe, j'ai séjourné 4 ans, donc j'ai vécu 4 ans en Russie, entre 2008 et 2012. C'était une expérience tout à fait nouvelle pour moi, parce que si j'avais j'ai voyagé pratiquement chaque année depuis 1969 dans ce pays, mais c'était des voyages relativement courts, quelques jours, quelques semaines, 1 mois, 2 mois maximum, et le fait d'y vivre, évidemment, c'est tout à fait différent. Parce que le fait de vivre dans un pays de façon longue, 4 ans c'est quand même une certaine durée, ça signifie à la fois qu'on doit se coltiner à toute une série de problèmes matériels auxquels on n'est pas confronté quand on est un simple passager, qu'on soit touriste ou chercheur, ça ne change pas grand-chose. Il faut régler, il faut vivre les problèmes de la vie quotidienne, du logement, des transports, dans la durée.
les achats, les rapports avec les gens, les voisins, etc. Enfin, c'est tout à fait une autre façon d'appréhender. Et ce qui m'a un peu plus surpris d'ailleurs, c'est le fait que les rapports qu'on a avec les collègues, avec les amis, changent aussi. Parce que j'ai vécu souvent cette situation où on arrivait à Moscou, on téléphonait à une dizaine de personnes qui s'efforçaient de vous rencontrer pendant quelques jours, on avait un programme absolument... Alors que là, on sait qu'on a la durée devant soi, donc les relations se font autres, et c'est aussi très intéressant de voir au fond ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas dans cette durée. Et moi je dirigeais donc un centre de recherche français, franco-russe, parce que c'était le but de ce centre qui existe maintenant depuis 12 ans, un centre de recherche en sciences sociales, qui était justement de mettre en rapport, de favoriser les contacts, la coopération entre des chercheurs et des équipes de recherche françaises et des chercheurs et des équipes de recherche russes. Et donc toutes les initiatives que nous avions étaient toujours franco-russes. Il y avait toujours des partenaires français et russes. Et on m'avait demandé explicitement de veiller à augmenter, à diversifier les rapports avec la province, sachant ce que tout bon connaisseur de la Russie sait, que Moscou ce n'est pas la Russie, que Moscou est certes important, c'est la capitale, c'est là qu'il se passe beaucoup de choses, certaines choses ne se passent qu'à Moscou, mais si on veut comprendre la Russie, il faut sortir de Moscou. Et moi comme géographe, c'était un programme qui me convenait tout à fait. Et donc j'ai multiplié les initiatives, les voyages, dans toutes sortes de régions de province, certaines que je connaissais déjà, d'autres que je ne connaissais pas du tout. J'ai donc sillonné ce pays comme jamais je n'avais pu le faire, avec à chaque fois des rencontres, des colloques, des conférences, des séminaires, des écoles d'été. Et donc j'ai vraiment, on ne peut jamais dire qu'on connaît toute la Russie, c'est tellement grand et tellement diversifié, mais j'ai vraiment appréhendé ce pays dans sa profondeur. Et je me suis rendu compte de deux choses, au fond, c'est que, à la fois, il n'y a pas qu'à Moscou que les choses changent. Toutes les grandes villes, en particulier les villes millionnaires, ont connu des transformations intenses, mais les changements, ils vont jusque dans les moindres petites villes. Alors bien sûr, les changements sont très inégaux. C'est-à-dire que vous trouvez encore beaucoup de villages, de petites villes qui pratiquement, on a l'impression que rien n'a changé, sinon l'apparition de choses d'ailleurs assez... du petit commerce, de magasins, de commerce, et pour ce qui concerne les petites villes, d'autres éléments beaucoup plus étranges et paradoxaux, par exemple des temples protestants. Ça c'est quelque chose que j'ai remarqué dès les années 90. La multiplication dans toute la Russie, pratiquement dans toutes les petites villes, chefs-lieux de district, vous avez maintenant un temple protestant, aidé, financé par des églises américaines, par exemple. Donc, ces changements, ils sont extrêmement profonds, très inégaux, avec évidemment des régions, des villes, des hommes, des familles qui s'en sortent bien, qui ont surfé sur ces vagues de transformation, qui se sont enrichis ou adaptés, et aussi des gens cassés. Et on rencontre beaucoup de familles, de gens cassés, brisés, qui n'ont pas pu s'adapter et qui alors, qui n'ont pas réussi à retrouver un équilibre pour eux-mêmes, professionnel, social. C'est l'alcoolisme, c'est d'autres maux aussi traditionnels de cette Russie. Et donc on peut évidemment se trouver dans ces différentes situations. Alors, retour... Oui. Ah, да, конечно. Ну, vas-y. Просто маленькое резюме на русском языке. Значит, Жан Радвани был директором в течение 4 лет института, как он называется точно? Институт по социальным наукам. Центр изучения социальных наук. И за эти 4 года он раньше уже, конечно, занимался и Советским Союзом, и Россией, но за эти 4 года, конечно, он мог навести совершенно другие контакты с коллегами русскими.
мог провести общие работы и мог путешествовать по всей России, по территории всей России. А он географ. Так что его, конечно, территориальный вопрос очень интересует. Он говорит, что тут часто представляют Россию, нынешнюю Россию, как просто, ну как бы самодержавие Путина и разных аппаратов, в том числе силовых министерств. Это не так из-за того, что он видел, ощутил и знал из своего прошлого и прошлого опыта. Он сказал, что был в разных регионах, в тех, которых он уже знал, другие, которых он не знал. И, во всяком случае, изменения в России, безусловно, очень глубокие и везде, даже в самом глубоком, далеком поселке. Он подчеркнул, что появились в деревнях даже, ну, во всяком случае, в провинциальных городках, протестантские храмы, чего не было, которые часто финансируют американские церкви. Затем он сказал, что в общем уровень поднялся во многих местах, но, конечно, есть тоже люди, которые никак не смогли адаптироваться, которые совершенно сломаны и которые часто приходят, ну, к выходцам, к приемам, которые, к сожалению, привычные в России, ну, как алкоголизм и лодорничество и так далее. Вот в двух словах. Alors, le sous-titre, c'est l'éditeur qui l'a choisi, plongé dans le pays de Poutine. En même temps, ce qui est intéressant, j'ai eu la chance finalement, je dirais, les 4 années où j'étais en Russie, c'était les années où Medvedev était président et Vladimir Poutine Premier ministre. Et ce furent 4 années, je crois, il ne s'est rien passé de décisif. Il n'y a eu aucune décision d'aucune sorte spectaculaire ou vraiment nouvelle. Et en même temps, c'était 4 années d'intenses débats. Il y avait beaucoup de... On débat de toutes les questions en Russie. Pratiquement, il n'y a plus de tabous, il y en a encore sans doute. La vie privée de Poutine fait partie de ces tabous, certainement. Et il y a des questions politiques qui sont difficiles à poser. Exactement, il est difficile, par exemple, de mêler l'Église orthodoxe, la politique et la vie politique russe aujourd'hui. Et on sait bien que les pesanteurs ne sont pas toutes estompées. Il y a encore de fortes résistances et il est clair que quand on aborde certains thèmes, on prend des risques. Et on a vu dans la période récente que ceux qui tentaient, par exemple, il y a quelques questions qui sont toujours très sensibles. La vie d'un certain nombre d'hommes politiques, c'est pas seulement la dénonciation du système, on a vu que la dénonciation d'une partie de ce système s'est répandue dans les rues en 2011, 2012, avec des manifestations, des débats. Il se trouve que justement j'étais à ce moment-là en Russie, c'était très intéressant d'observer comment ces questions venaient, le caractère extrêmement hétérogène de cette opposition, la façon dont elle se manifestait, les slogans, etc. Tout cela était très intéressant. Beaucoup trouvaient ça complètement inattendu. Je ne dirais pas que je trouvais ça absolument inattendu, parce que je pense que la façon dont on a souvent présenté aussi les Russes comme un peuple apathique, qui attend toujours des décisions venant d'en haut, qui n'est pas capable lui-même de se mobiliser, je pense que c'est faux. Bien sûr, sans doute, il y a il y a une certaine philosophie de l'attente, un peu comme on sait que les saisons vont se succéder. Et en même temps, on sait aussi que dans les moments décisifs, les Russes se mobilisent comme dans d'autres États et savent aussi exprimer leur mécontentement. Et donc ces débats étaient très intéressants. C'était une période de grande ouverture. C'était une chance pour moi d'être là à ce moment-là. Et le livre est conçu de cette façon, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs chapitres, disons, d'ordre général, qui portent sur les questions clés qui se posaient dans cette période, dans ces débats. La question de l'identité, la question de l'histoire. L'histoire est très très présente dans la Russie d'aujourd'hui. Et c'est une bataille.
C'est-à-dire qu'il y a la façon dont Vladimir Poutine lui-même et les dirigeants autour de lui entendent façonner l'histoire du pays, l'orienter, choisir en fait une certaine représentation historique de la Russie. Et on voit aussi combien ils ont du mal. Ça ne passe pas si facilement que cela. Et c'est assez intéressant. Et la façon dont justement des événements clés, comme par exemple la Seconde Guerre mondiale, la façon dont on a tenté d'imposer une certaine nouvelle vision de la Seconde Guerre mondiale, et comment au fond il y a eu des résistances très importantes qui ont fait que certes, les espoirs sans doute de certains dirigeants, je pense à Louchkov en particulier, par rapport à la façon dont il entendait corriger l'image de Staline dans la Russie d'aujourd'hui, eh bien il n'a pas pu le faire. Et je trouve ça assez sain que ces débats soient nés de cette façon. Je rencontre aussi, pas de toute la scène culturelle, mais d'un certain nombre de batailles culturelles aussi, très importantes, très vives aujourd'hui, et sur l'art contemporain, dans le théâtre, dans la musique. C'est une société complexe, la société russe, une société en plein bouleversement, qui cherche de nouveaux repères. Il y a toujours des forces qui ont peur du renouveau, qui ont peur de l'ouverture, et qui essayent d'encadrer ces mouvements. Et il y a des nouvelles générations qui poussent au contraire à la diversité, à l'ouverture, etc. Et je pense que c'est inéluctable. On est de plus en plus face à une société où les élites vont se recruter dans une des générations qui n'ont pas connu l'URSS, qui n'ont pas connu le soviétisme. Et pour ces générations, c'est évident que c'est une rupture fondamentale. Toutes les questions qui ont marqué leurs parents ou leurs grands-parents, la peur, la contrainte, c'est quelque chose qu'ils n'imaginent même plus. Ils ne savent plus. À la limite, on dit par boutade qu'ils ne savent plus qui est Lénine, ils ne sauront bientôt plus qui est Staline. J'espère que ça ne sera pas le cas, parce qu'il faut bien sûr se souvenir de ça. Mais en tout cas, ils n'ont pas connu cette société soviétique telle qu'elle était réellement. Et par conséquent, leur façon de vivre, leur façon de penser est déjà différente. Même si, bien sûr, on est dans une période intermédiaire où ces générations se croisent et les dirigeants, on a encore toute une série de dirigeants qui sortent de l'ancien système, qui ont été éduqués dans cet ancien système, mais de plus en plus, quand vous regardez la biographie des dirigeants, en particulier dans les entreprises, vous avez des personnes plus jeunes qui ont peut-être eu une certaine formation en Russie, mais qui ont 1 an, 2 ans à la London School of Economics ou dans une université américaine, française un peu plus rarement, et qui ont donc déjà cette expérience des échanges, du contact, de la vie réelle dans d'autres pays, qui savent ce que c'est que l'étranger, qui le fréquentent. Alors, certains y achètent des villas, mais pas tous. Donc on est dans une société complexe qui bouge, qui a bougé et qui continue de bouger. Продолжу по-русски. Быстренько, но вопрос задам все-таки. Il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est on dit qu'il modifie la vision de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne vois pas très bien en quoi. Et un autre aspect, sur la mémoire des jeunes, Nicolas Werth, qui va être là demain, qui, comme vous le savez, est un historien spécialisé notamment sur la question du goulag et du stalinisme, raconte dans son livre Kolyma, et il nous l'a raconté lors de notre conférence sur le goulag que nous avions fait à la Bulac en préliminaire de ces journées du livre russe, qu'il avait rencontré des jeunes filles à Kolyma, c'est pas rien quand même, hein, qui servaient dans une pizzeria, et quand ils leur ont parlé, lui et les amis avec lesquels il était en délégation pour retrouver les traces du goulag à la Kolyma, en leur parlant de pourquoi ils étaient là et ce qu'ils étaient venus chercher, les jeunes filles ne savaient pas du tout de quoi il s'agissait. Donc
malheureusement, la mémoire de l'archipel et la mémoire du stalinisme, elle est quelquefois vite éloignée, y compris dans les lieux sensibles. Bon, ça c'est un point. Maintenant, по-русски, в двух словах, значит, Жан рассказал, как, ну, что он был во время Медведева, когда Медведев был президентом. И это было время, которое характеризовалось тем, что были очень, можно сказать, ярые дебаты внутри общества русского, что о чем здесь или отрицают, или не знают. Но на самом деле эти дебаты интересны и вообще покрывают почти все сферы общей общественной жизни. Конечно, есть табу. Табу, например, как частная жизнь президента. Табу, как определенное отношение с православной верой и с православной церковью России. Но в общем этих табу не очень много. Затем он сказал, что поколение теперь меняется, что память исчезает, и об этом я привел пример того, что цитирует историк Никола Верх, француз, который был на Колыме и который встретил там официанток в пиццерии, которые о Колыме, о ГУЛАГе ничего не знали, просто не знали. Ну вот, в общем-то, это поколение новое, которое и вообще при Советском Союзе не жили, которые не знают, что такое и страх, и опасения, которые часто учились за рубежом, и у которых теперь, конечно, другой образ мышления, и это особенно чувствительно на предприятиях. Oui, alors, donc il y a cette partie un peu générale, puis aussi tout un chapitre sur le mode de vie, c'est-à-dire comment on vit aujourd'hui à Moscou, c'est-à-dire des questions aussi banales que le logement, les transports, la nourriture, mais qui sont des questions finalement intéressantes parce que malgré tout, la plupart des lecteurs français ne savent pas comment on vit réellement en Russie. Avec en plus le rapport entre Moscou et les datchas, toute la région qui est autour de Moscou, et la façon dont les Russes d'aujourd'hui vivent encore comme ça dans cette interconnexion entre la ville et les campagnes autour qui sont en train de se transformer elles aussi de façon très très rapide. Et puis il y a toute une partie du livre qui est consacrée aux régions, aux voyages, des rencontres, donc très diversifiées, puisque moi je suis un spécialiste du Caucase, donc il y a une partie sur le Caucase évidemment, avant les JO de Sotchi. Je suis retourné, je n'avais pas pu le faire depuis longtemps, en Tchétchénie, j'ai séjourné plusieurs fois au Daghestan, dans ces régions qui ont été et qui sont encore particulièrement troublées. Il y a tout un chapitre sur la Volga, qui est une région absolument cruciale, très intéressante, très complexe aussi, et où les processus qu'on observe actuellement sont, je dirais, inquiétants. Inquiétants parce que on sait que c'est une région très bigarrée, très diversifiée du point de vue ethnique. Il y a des régions russes, il y a des régions non russes, Tatarstan, Bashkortostan, qui sont musulmanes. Et la façon dont évolue l'islam en Russie d'une part, et la façon dont les dirigeants politiques régionaux sur place et fédéraux traitent ces questions de l'islam me paraît inquiétante. Parce que les dirigeants font comme s'il ne devait y avoir qu'un seul islam. Or, pour n'importe quel connaisseur de l'islam et de ces sociétés musulmanes, c'est impossible, c'est quelque chose d'aberrant. Vouloir faire rentrer l'islam dans un moule unique, c'est quelque chose d'aberrant. Qu'on pourchasse les terroristes, c'est évident qu'il faut essayer de les localiser et de les arrêter si possible avant qu'ils commettent des attentats. Mais vouloir fonder toute la communauté musulmane de ces régions dans un moule unique, c'est quelque chose qui ne peut être que contre-productif et ne peut pousser qu'à des dérives qui sont assez inquiétantes, je crois. Il y a des parties sur la Sibérie aussi. Là encore, beaucoup de choses à dire parce que c'est un autre monde, une autre Russie au
fond. Même si elle aussi, elle subit des transformations, et j'ai pu aller, au cours de ce séjour, jusqu'à Vladivostok, Kamtchatka, et des régions, donc le lac Baïkal. Et là, j'ai rencontré des gens de toutes sortes, des collègues, bien sûr, puisque la plupart du temps, c'était à l'occasion de conférences, mais aussi des entrepreneurs, des gens qu'on croise comme ça dans ce type de voyage. Et c'est assez étonnant, toujours, la façon dont on voit comment ces gens évoluent, des trajectoires de vie absolument extraordinaires. Je pense à un entrepreneur que j'ai rencontré à Vladivostok, d'origine arménienne, qui s'est fixé à Vladivostok à l'occasion de son service militaire, qui ensuite a vécu quelques années aux États-Unis. C'est déjà un autre, c'est déjà complètement quelqu'un d'un autre état d'esprit, d'une autre, qui revient ensuite à Vladivostok parce que ça ne lui a pas plu aux États-Unis, qui crée un business, qui développe son business, et qui raconte les rapports qu'il a avec le pouvoir, et le choix dans lequel il se trouve, soit rentrer dans le jeu du pouvoir, ce qui est obligé s'il veut vraiment faire fortune, et le fait que lui préfère ne pas trop rentrer dans ce jeu, parce que c'est un jeu de compromis. On voit bien comment ça se passe, ça s'est passé autour des JO de Sochi, je pense au chantier, à la façon dont l'argent est gaspillé, utilisé par toutes sortes de combines, etc. C'est une société qui est loin d'être simple, qu'il est facile de caricaturer, et qui, je crois, est passionnante, et qui reste passionnante, et malheureusement, finalement, très mal et très peu connue. Я был в разных регионах, говорит Жан, в том числе, конечно, на Кавказе, потому что я специалист Кавказа, мог вернуться в республики, в которых не совсем спокойно, как вы знаете, и в том числе в Чечню, куда я уже не возвращался давно, Дагестан. Затем я был тоже на Волге, и, как вы знаете, на Волге разные ведь республики, как Башкортостан и Татарстан, не русские и притом мусульманское вероисповедание. И Жан говорит, меня очень беспокоит поведение властей в этих регионах, областях и республиках по отношению к исламу. В том числе потому, что хотели бы под одну гребенку все сгладить, весь этот ислам, тогда как ислам очень разнообразный, как все специалисты знают. Естественно, бороться против терроризма исламистского, это естественно же надо, но всех мусульман только в одну форму, модель попробовать собрать, это, наверное, не получится, и это может иметь очень отрицательные последствия. Был тоже в Сибири, где, считает он, почти другая Россия, хотя она, конечно, вместе, но очень со своими разнообразиями. Что потом? Ну, я встречался там с разными людьми, и я рассказал одну встречу с одним предпринимателем из Владивостока, который имел... Это армянин. Как армянин по происхождению, который был в Владивостоке во время службы в армии, в конце советского периода. Потом жил, работал в США, в Америке. Ему там не понравилось, и он вернулся в Владивосток и начинал бизнес. Вообще, это как типичный пример новой России, которая сейчас развивается. Который очень легко нарисовать карикатуры, в которой действительно есть разные произвол и использование денежных этих самых возможностей и средств не по направлению, не то, что было предвидено. Это виделось, например, когда строился Олимпийский комплекс в Сочи, но, безусловно, в эту страну именно легко карикатуру сделать, но на самом деле она garaздо sложнее et разнообразнее. Je ne sais pas, je peux continuer à raconter beaucoup de choses. Peut-être qu'il va passer aux questions de la salle. Parce qu'il faut
Donc à 19 h, on libère la mairie, parce qu'elle est fermée, et là c'est un règlement administratif et municipal. Donc si on veut avoir une dizaine de minutes pour que Jean Répanier puisse vous dédicacer le livre et que vous puissiez éventuellement parler avec lui, je crois qu'il faut qu'on passe aux questions dès maintenant, si vous le voulez bien. Voilà, s'il y a des questions. Y a-t-il des questions? Yes, les vapeurs. Bonsoir, Emmanuel Gadric, je suis enseignant de russe. Vous avez évoqué des jeunes filles à la Colima qui ne sont pas au courant de l'existence passée des camps. Qu'en est-il de la politique patrimoniale de la part du gouvernement russe? Elle est diverse. D'une façon générale, on pourrait dire que les régimes russes, depuis la période tsariste et à la période soviétique et aujourd'hui, ont une attitude à la fois, bien sûr, de préserver certains éléments du patrimoine, et en même temps, je dirais, à toutes les époques, ils ont assez facilement, quand il le fallait pour construire autre chose, que ce soit une route ou un nouveau bâtiment, ils ont allègrement rompu ce patrimoine. Il y a des exceptions, évidemment. Saint-Pétersbourg, Leningrad, où on a reconstruit, préservé, et où les habitants, c'est quand même un fait absolument exceptionnel, ont réussi à contrer le géant Gazprom qui n'a pas pu construire sa tour de verre en vue de l'Ermitage. À Gazprom et Pétersbourg. Et en même temps, on rénove beaucoup, on a beaucoup rénové de bâtiments, d'églises en particulier. Ce qui frappe vraiment en Russie, c'est la façon dont le patrimoine religieux, il y a des choses qui ont disparu bien sûr, à l'époque soviétique on a détruit beaucoup d'églises. Mais souvent, on ne détruisait pas complètement. On détruisait les clochers, on enlevait les bulbes, et on gardait les structures basses, qui étaient souvent assez simples, des cubes, l'architecture traditionnelle. Et on faisait autre chose dedans, des hangars, des ciné-clubs, des écoles. Et maintenant, avec le processus de restauration, on rend le patrimoine religieux à l'Église, ce qui soulève plein de questions. Parce qu'on rend à l'Église orthodoxe, y compris des bâtiments qui ne lui ont jamais appartenu. Et en tout cas, ça change. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça change très rapidement l'allure d'un village, d'une ville. Parce qu'à la place d'un bâtiment carré, surmonté d'un toit tout à fait quelconque, on reconstruit les bulbes, on reconstruit les clochers, et aussitôt le paysage change. En même temps, il y a d'autres aspects. Cette restitution systématique d'un patrimoine qui va bien au-delà de ce que possédait réellement l'Église orthodoxe à la fin de l'Empire, fait qu'il y a des œuvres en danger. C'est-à-dire que les spécialistes craignent qu'un certain nombre d'icônes en particulier ne soient abîmées dans le cadre des nouvelles pratiques qui peuvent être faites dans certaines églises. Et il y a aussi le fait que l'Église orthodoxe a sa conception de l'utilisation des bâtiments, et que dans bien des cas, le résultat, c'est que des bâtiments de toute première grandeur, du point de vue architectural, du point de vue artistique, ne sont plus accessibles au public, ou sont accessibles de façon extrêmement limitée au public. Ce qui là aussi soulève des débats, et vous avez des polémiques sur telle ou telle chose. Moi je suis allé au Solovki par exemple, qui évidemment attire beaucoup de visiteurs, parce que c'est à la fois un des plus extraordinaires monastères de Russie, dans les îles de la mer Blanche. C'est en même temps le premier goulag, avant même le goulag, puisqu'il a été ouvert avant que le goulag ne soit créé. Et d'autre part, c'est un lieu extraordinaire du point de vue naturel. Il y a aussi des labyrinthes de pierre, enfin, c'est un lieu extraordinaire. Or, finalement, il y a eu toute une bataille pour savoir qui serait la tutelle de ces bâtiments. Le ministre de la Culture, enfin pas le ministre de la Culture, mais la personne responsable il y a quelques années, a trouvé une solution assez étonnante. On a nommé comme conservateur l'archimandrite du monastère. Et le résultat, c'est que une partie des graffitis du goulag ont déjà été recouverts, qu'une partie
du monastère qu'on pouvait visiter et qui avait été transformé en musée du Goulag a été fermé, repoussé vers l'extérieur, et qu'il y a des discussions sur le fait de savoir si on pourra réellement, vraiment visiter pour un public qui ne serait pas des pèlerins, visiter ce lieu de mémoire extrêmement important. Donc voilà, c'est toute la complexité de la situation russe d'aujourd'hui. Вопрос был о сохранении патримониальной политики, так называемой, да, французском. Значит, как в том числе охраняются памятники архитектуры. И Жан Реване отвечает, что тут, с одной стороны, много памятников охраняются, с другой стороны, когда это может устроить местных властей или когда крупный экономический проект, то могут разрушить очень ценные объекты. Что часто жители умеют защищать свое богатство архитектурное или историческое. Ну и это пример, в том числе в Петербурге, когда жители сумели противостоять против постройки башни «Газпрома» в Петербурге. Затем он напомнил о том, что церкви, конечно, в советские времена разрушались, но часто просто разрушались купола, и часто все-таки оставался фундамент, который превращали в другое, киноклуб там, или склад. Так что эти церкви очень часто реставрируются теперь, и можно было их реставрировать. Он приводит пример других проблем, вот типа на Соловках. Как вы знаете, Соловки — это очень древний монастырь, это очень красивейшая окружающая среда, ландшафты и так далее, сказочные. Но это тоже был первый ГУЛАГ, даже до ГУЛАГа. И дело в том, что не знали, кому передать Соловки — музею или вернуть церкви. В конце концов решили такое компромиссное решение сделали, назначили консерватором этого музея Соловков, назначили архимандрита монастыря. Таким образом, казалось бы, все довольны, но на самом деле не так уж все довольны, потому что музей ГУЛАГа, все надписи, следы заключенных стираются, потому что, конечно, надо вернуть иконопись. И из-за этого музей ГУЛАГа передвигается в другие места, и в конце концов религиозное паломничество возможно, но политическое паломничество уже становится труднее осуществить. Вот. D'autres questions? Другие вопросы? Quel est l'état de la recherche universitaire? Est-ce qu'il y a une aide importante de l'État pour développer des recherches, en particulier dans le domaine de la biologie et des sciences dures? Il y a eu une période très difficile dans les années 90, fin des années 80, les années 90, où il y a eu vraiment une chute des investissements, des financements. Beaucoup de chercheurs et les plus talentueux sont allés chercher ailleurs, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé. Alors certains sont partis définitivement, d'autres faisaient des allers-retours, c'est-à-dire qu'ils travaillaient 3 mois, 6 mois à l'étranger, ils revenaient en Russie, ce qui est très bien, très important. Cette étape a été dépassée et on a vu remonter les financements, remonter les subventions, si bien que petit à petit on a observé une certaine stabilisation de ce point de vue-là. Mais aujourd'hui, je ne sais pas quoi vous répondre, parce que, comme vous le savez peut-être, Vladimir Poutine a initié il y a quelques mois une réforme de l'Académie des sciences d'une façon totalement incompréhensible, extrêmement brutale, sans aucune concertation, en tout cas pas publique. Et les chercheurs russes, nos collègues, sont extrêmement inquiets. Parce que, apparemment, la réforme... il fallait réformer l'Académie des sciences, c'est indéniable. On avait atteint... Ça fait des dizaines d'années qu'il fallait réformer cette institution. Et au fond, la brutalité de la décision de Vladimir Poutine, elle s'explique aussi
par l'inertie des académiciens eux-mêmes. Sauf que ce que beaucoup craignent, c'est qu'en imposant une réforme brutale, non discutée avec les chercheurs, on va sans doute, parce que je ne vois pas bien, il y a déjà des instituts qui ont été fermés ou réduits, avec la moitié du personnel dont une partie était âgée, donc aurait normalement dû prendre leur retraite. Mais on est en train de casser des pans entiers de la recherche, effectivement. Et ce que je crains, moi, personnellement, c'est qu'à la faveur d'une réforme nécessaire, on casse un certain nombre de pans de cette recherche. Or, on sait bien que c'est facile de casser, c'est très difficile de réanimer ensuite, et que ce qui a été cassé est difficilement réparable. Il n'y a pas qu'en Russie que ça se passe, ce genre de choses, hein, malheureusement. On a d'autres exemples ailleurs. Mais en tout cas, là, il est en train de se passer ça. Et alors, ça a soulevé quand même tellement d'émotions que la réforme a été reportée d'1 an. Et donc, on est dans cette incertitude, et mes collègues chercheurs ne savent pas ce qu'ils seront l'année prochaine. Et ça, en soi, c'est déjà très inquiétant. Parce que du coup, il y a toute une partie des meilleurs chercheurs qui se disent, bon ben, si c'est comme ça, on s'en va. Et tous ceux qui ont des possibilités d'aller trouver des postes ou quelque chose à l'étranger, et malheureusement, dans ce cas-là, ce sont les meilleurs, toujours, qui ont ces possibilités. Donc, voilà, une réforme nécessaire peut aboutir à quelque chose d'assez inquiétant. В двух словах был вопрос о науке, и Жан Вани сказал, что нынешняя реформа Академии наук очень волнует и его русских коллег. Безусловно, реформу надо было провести, Академии наук, в том числе из-за инерции самих академиков. Но из-за этого власти пришлось это сделать, во всяком случае, власть выбрала путь очень резкий, крутой и без никаких совещаний и обменов мнений. Так что теперь многие институты рискуют закрытию. Как все знают, это не только в России, к сожалению, у нас такие примеры тоже есть. Но знаем, что когда институты закрываются, их потом очень трудно восстановить, и многие ученые уезжают за рубеж, и часто это бывает самое лучшее. Давайте, quelle est la situation des retraités et comment considère-t-il la société actuelle? Ceux qui ont connu la période... Les retraités, par définition, ils ont connu la base soviétique, ça, c'est clair. C'est un des points forts de Vladimir Poutine. C'est d'avoir mené constamment une politique sociale assez dynamique. Et de fait, c'est clair que les retraites russes sont bien en deçà des retraites moyennes occidentales, mais elles ont été relevées par paliers de façon systématique depuis en 15 ans, 20 ans, et donc la situation qui était catastrophique au début des années 90 l'est aujourd'hui un peu moins. Alors ça ne veut pas dire que les retraites, encore une fois, soient vraiment confortables, mais il y a eu vraiment la décision qu'une partie du budget serait consacrée à relever les retraites, les pensions, les salaires d'un certain nombre de catégories de fonctionnaires qui étaient toujours très défavorisés, infirmières, médecins d'hôpitaux publics, etc. Donc il y a une politique sociale qui, de ce point de vue-là, a été maintenue contre vent et marée, y compris dans les périodes difficiles, sachant bien entendu que tout ça est rendu possible par le fait que le budget russe est excédentaire avec les pétrodollars, pour aller vite. Donc, alors maintenant, ça, c'est une amélioration certainement du côté matériel. Ça n'empêche pas que tout le reste, comme je le disais tout à l'heure, il y a des retraités qui se sont adaptés, qui sont insérés dans des familles, c'est souvent aujourd'hui en Russie plus les enfants qui aident les parents et grands-parents que l'inverse, c'est clair, contrairement à ce qui se passe souvent chez nous, où souvent c'est les grands-parents qui aident les
les enfants parce qu'ils ont des retraites plus élevées que les salaires de départ de leurs enfants. Mais par contre, tout l'aspect, le choc psychologique, la crise psychologique qui est la fin du système, même si il n'y a pas beaucoup de nostalgique vraiment du système soviétique, mais il y a beaucoup de nostalgique de l'espèce de vie assez tranquille, peut-être médiocre, mais assez tranquille qu'il y avait à l'époque, et de l'assurance qu'on avait de pouvoir toujours trouver à manger, un logement, etc., pas cher, etc. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes, et il y a une partie de cette population âgée que cela inquiète et qui ne s'est pas adaptée à tout cela. Вопрос был о пенсионерах. Тут Жан Реванье подчеркивает, что это, наверное, сильная, во всяком случае, часть политики и репутации Владимира Владимировича Путина в том, что социальную политику он ведет уже 15 лет, и пенсионерам, несмотря на то, что их положение, конечно, сложное, пенсии невысокие, но они всегда повышались. И так что из той ситуации катастрофической, которая была в 90-х годах, теперь безусловно лучше. Ностальгия существует, конечно, среди некоторых пенсионеров, потому что советское время было, ну, конечно, это их молодость, первое, а второе, то, что общество было спокойнее, легче было где-то жить. Так что, но ностальгия как таковой, застрой советский, и не очень сильная. Ну, Наташа, дайте. Encore une question? Ici. Voilà. Il y a deux questions là, puis après on va arrêter, je crois. Donc, Boris Alexandrovich Orlov, de Saint-Pétersbourg, président de l'Union des écrivains, section Saint-Pétersbourg. К сожалению, не владею французским языком, извините, поэтому здесь очень прозвучал вопрос о сохранении памятников. Вот только что вы говорили о концепции Путина, о сохранении народа. Conservation des monuments, vous venez de parler de la conservation du peuple. Да, потому что, приведу небольшой пример, все проблемы вот эти лежат в начале 90-х. Все до одной коррупция, Я приведу такой пример. Когда отца, так сказать, нашей приватизации Чубайса спросили, а если вот народ как-то не примет вашу политику в области приватизации, он сказал очень жесткие слова. Но вымрет 20 миллионов, которые не вписались, но новые народятся. И потом у нас страна теряла по миллиону жизней каждый год, в начале 90-х. Вот Владимир Владимирович Путин предотвратил вот это вымирание народа, повел социальную политику, правильно вы сказали, прекрасную социальную политику. И сейчас просто народ его за это, потому что было вообще безнадежно. Я приведу вот свой личный пример. Я старший офицер, капитан второго ранга. Зарплаты у меня практически нет в то время. Я вынужден был ехать в крестьянское хозяйство, убирать картошку, чтобы 20 ящиков. Вот в крестьянское хозяйство 21 дня. Так, чтобы прокормить себя и свою жену. Вот один из фактов. Как вы относитесь к политике, вот именно сохранения народа в Российской Федерации, которую проводит сейчас? Это главное, я думаю. Любая ценность любого государства – это люди и narod, а не какие-то, в общем-то, интересы маленькой группы людей. Bon, donc, en deux mots, M. Orlov dit que dans les années 90, donc, tous les problèmes ont commencé, notamment la corruption, la privatisation. Il cite l'exemple, il cite M. Choubaïs, qui était un des pères de la privatisation comme elle s'est faite dans les années 90, un peu brutalement et avec pas mal de dérapages et d'abus. Il dit que ces privatisations ont aussi coûté des millions de vies humaines par privation, par dérive, etc. Et lui-même cite son propre exemple. Il est un officier de marine et il a été obligé, en quittant l'armée, d'aller travailler à la ferme
pour arriver à vivre lui-même et son épouse. Donc il dit oui, Poutine a mené une politique de conservation du peuple et nous lui sommes reconnaissants pour ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ну, конечно, да, был очень сложный период. Oui, c'est une période compliquée. Сломалось много людей, которые просто не смогли адаптироваться. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été brisés. Ils ont été brisés, mais on les a brisés. Pожалуйста. Moi, évidemment, ma question est beaucoup plus terre à terre. Je voulais savoir, je connais aussi Leningrad et Saint-Pétersbourg. Bon, je ne suis pas allée depuis 8 ans, donc ça a probablement bien changé. Mais ce que je voulais savoir, c'est où en était la politique de privatisation de la santé. Parce que la protection sociale en Russie, ça me paraissait quand même extrêmement douteux. Il y a, ne serait-ce qu'il y a, enfin je parle de 20, 10, 20, 15 et 10 ans auparavant, 8 ans auparavant. Parce que je voyais sur la perspective Nevsky, la dernière fois que je suis allée, des magnifiques hôpitaux, enfin cliniques neuves qui étaient là destinés à accueillir les touristes occidentaux qui voulaient se faire faire les dents ou des choses comme ça, mais pour les besoins de la population locale, je crois qu'il n'y avait pas énormément de... Et c'est surtout, ça devait être extrêmement cher. Je voulais savoir où c'en était. Какая политика приватизации здравоохранения? В том числе, он говорит, вот я видел в Петербурге клиники частные, которые, может быть, их сделаны для туристов и для иностранцев, но которые для русского народа не подходили. Il y a une situation assez contradictoire et compliquée aussi dans le secteur de la santé parce que, disons, d'une façon générale, la Russie a choisi un système qui est plutôt plus proche du système américain, je dirais, que du système soviétique tel qu'il était avant, qui n'était pas très satisfaisant. Parce que c'était un système qui a permis d'éradiquer un certain nombre de maladies, mais qui avait pris des retards structurels très importants dans toute une série de domaines, en particulier dans les techniques médicales et les médicaments, l'industrie pharmaceutique, ce qui fait qu'à un certain moment donné, on a bien vu à la fois la remontée de la mortalité, la montée de la mortalité infantile, etc. Aujourd'hui, la mortalité s'est remise à la baisse, mais en fait, on a un système à deux vitesses. On a un système de santé à deux vitesses, c'est-à-dire que tous ceux qui ont... Il y a une couverture sociale, publique, basique, qui permet d'assurer un certain nombre de soins basiques, mais pour les soins plus sophistiqués, etc., on est dans un système privé, avec des assurances complémentaires, un peu comme le système américain, et donc ceux qui peuvent payer, c'est-à-dire les gens qui ont des revenus suffisants, les gens qui travaillent dans des organisations, des entreprises qui, comme beaucoup à l'Occident, payent pour leurs salariés ces mutuelles, c'est-à-dire ces caisses complémentaires, eux sont couverts, alors que les autres ne le sont pas. Et donc on assiste donc à cette division de la société, c'est-à-dire qu'une partie qui est correcte, je ne parle même pas de ceux qui vont se faire soigner à l'étranger, bien sûr, mais on trouve maintenant d'excellentes cliniques en Russie, un peu partout, sauf qu'elles sont payantes, et donc ou couvertes par des mutuelles pour ceux qui y ont accès, alors que les autres, beaucoup, ne se font plus soigner. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le problème de la mortalité reste un problème très sensible. Тут двойная система, к сожалению, больше похожа на американскую систему, чем на нашу французскую. Можно сказать, что двойная система одна такая общая для всех, но это, ну, скажем, на очень низком уровне, скажем, лечение, самое базовое, и платное, частные клиники, которые дорогие, которым доступны только люди, у которых есть хорошие доходы или у которых есть страхование на фирме. Но, конечно, если, ну, сейчас, в общем-то, вот, это двухсистемная, которая похожа на американскую систему. Malheureusement, il faut qu'on arrête là, parce qu'on approche de l'heure et il faut qu'on évacue la mairie. Je voulais
souligner et remercier le rôle de l'Union des associations France-Russie CEI, dont le président est ici, Marc Druel, et avec lequel nous avons travaillé beaucoup pour la préparation de ces journées du livre russe, France Oral faisant partie de cette union de différentes associations. Voilà, merci à vous. Si vous voulez, Jean Radvani va se mettre au rayon du globe pour dédicacer son ouvrage. Merci, à demain. Et ce soir, n'oubliez pas ce soir qu'il y a séance de cinéma à la clé, la guerre de 14-18, vue par un réalisateur de Saint-Pétersbourg, historien, sur la bataille de la Marne, avec l'offensive en Prusse orientale qui a permis la victoire de la Marne. Et puis, un concert à la bibliothèque Buffon, qui se trouve 15 rue Buffon, près de la gare d'Austerlitz, et en face à Henri IV, un concert de musique classique. Voilà, merci à vous et à demain.